Bonsoir. Le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun au cœur de l'actualité ce mardi 12 novembre 2019, pendant que Paul Biya annonce à la communauté internationale un statut spécial pour ces régions. Les parlementaires du Social Democratic Front boycottent l'ouverture de la 3e session parlementaire de l'année. On le saura pourquoi dans ce débrief dont voici les invités. Samuel Motte, qui nous vient de la communication du RDPC. Samuel Dieudonné Motte, qui nous vient de la communication du RDPC. Merci d'être là. Merci pour l'invitation qui m'a été faite et surtout merci de m'accueillir parce que au-delà de l'invitation, je dois également considérer que je suis en mission envoyé par le comité central à travers sa cellule de communication. Nous espérons que vous mènerez votre mission à bien. Maître Achille Lejo du Social Democratic Front, merci d'avoir accepté notre invitation, maître. C'est nous qui vous disons merci de nous permettre, n'est-ce pas, de nous prononcer sur l'actualité brûlante. Qu'il me soit également permis de saluer tout le panel intervenant. Je profite aussi de cette occasion pour adresser des salutations militantes à tous les camarades combattants SDF de l'arrondissement de Douala 2e qui nous regardent actuellement. Serge Gauthier Onanina qui nous vient du PURS, merci à vous d'être venu ce soir. Bonsoir Carole, bonsoir à tous les co-panélistes. Je remercie Canal 2 pour cet espace qu'il a bien voulu nous accorder. On espère que cela va se répéter parce que cela faisait déjà un bon bout de temps. Vous nous manquez aussi. Oui, qu'on a eu l'impression que nous avions subi une sorte de muselage ou alors d'abandon. Aujourd'hui, on se rattrape un peu. Je voudrais en profiter pour saluer nos différents camarades et surtout saluer le proviseur du lycée de Ndokhem qui fait vendre déjà les écussons aux élèves sur leur tenue de sport, maillot et short. Voilà. Je n'ai rien compris, mais bon, sûr que le proviseur en question a compris le message. Monsieur Fauting, vous nous venez de la communication du MRC, merci d'être là ce soir. Merci Carole, bonsoir mes co-panélistes. Et pensé ce soir par les vice-présidents du MRC, Mamadou Morta jusqu'à présent gardé par la satrapie dans les jours de la prison de Yaoundé et que nous ne parvenons pas toujours à comprendre pourquoi il restait incarcéré alors que la demande de la libération de tous les camarades du MRC avait déjà été faite. Bon, on espère que d'ici quelques jours, les gens vont arrêter d'être zélés et comprendre que la politique se joue sur le terrain et non, on ne doit plus utiliser les instruments de l'État pour étouffer les adversaires politiques. En attendant, Paul Biya s'est exprimé ce jour au Forum de Paris sur la paix. Le président de la République parle de la mise sur pied d'un statut spécial qui reconnaît la spécificité des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je vous suggère de l'écouter au cours du débat du panel de ce midi à Paris. L'histoire de mon pays, Monsieur le Président, est compliquée. Nous avons été d'abord colonie allemande, ensuite, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu ses colonies et celles-ci ont été partagées entre la Grande-Bretagne et la France. Et mon pays a été divisé. Une partie était sous colonisation britannique, l'autre sous colonisation française. Il a en résulté une juxtaposition de culture et de civilisation qui rendent les choses assez délicates. Bon, on a tout fait pour mettre à égalité les deux langues, les langues anglaise et française, mais les mentalités, le système scolaire, le système de la magistrature sont différents. Nous avons donc eu des conflits qu'on est en train de résoudre en ce moment pour conserver à la partie de mon pays qui était sous colonisation britannique un statut spécifique. Mais il reste dans l'unité de la nation. Voilà donc, c'est donc à Paris que Paul Biya s'est exprimé au cours de ce panel modéré par Mo Ibrahim. Et certains ont vite fait de dire que Paul Biya a confirmé le choix du statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ça, mais moi, c'était l'une des recommandations du grand dialogue national dont
visiblement, vous ne serez pas surpris d'entendre le président parler de cela aujourd'hui à Paris. Non, je ne suis pas surpris. Disons que quant au fait qu'on ait une demande de ce genre qui a été formulée, là on commence à avoir un début de réponse par rapport au traitement qui va lui être accordé. Prenons acte et espérons que cette prise de position du président de la République aujourd'hui dans ce domaine spécifique va faire en sorte que les gens vont se calmer. L'un des objectifs également visés par le grand dialogue national, c'est effectivement que, une fois la décision terminée, qu'on puisse observer la calmie sur le terrain et que les choses reviennent à la normale. Parce que je pense que nous avons perdu beaucoup de temps sur un certain nombre de choses qui, effectivement, pour lesquelles on aurait pu trouver des solutions à l'amiable. Espérons que ça ne va pas entraîner une seconde surenchère, parce que, là j'insiste encore là-dessus, chaque fois qu'on a concédé quelque chose, on a demandé également une chose supplémentaire. Allons vers le statut spécial ou particulier, c'est selon. Mais maintenant, là également, est-ce qu'il n'y aura pas des conséquences derrière? Parce que j'ai du mal à comprendre en ce qui me concerne le fait que l'on puisse dire nous sommes marginalisés et qu'on puisse également trouver un endroit, un domaine beaucoup plus spécifique dans lequel on peut s'épanouir. Quand on dit qu'on est marginalisé, à mon sens, la tendance aurait voulu qu'effectivement que l'on fonce et qu'on aille plutôt vers un maximum d'intégration de telle manière à ce qu'on puisse plus faire la différence entre les enjeux des uns et des autres. Prenons acte, puisque ça a été demandé. Le président de la République a donné une suite favorable. À nous de savoir nous en servir de telle manière à ce qu'on puisse tirer l'épingle du jeu et que le Cameroun, comme il a précisé lui-même, il reste un et indivisible. Maître Achille Ledjou, c'était l'une des grandes recommandations de ce dialogue national. Est-ce que ça vous calme aujourd'hui d'apprendre, on va dire, de la bouche même du président que cela va être appliqué? Ben écoutez, madame, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que nous avons, tout comme la communauté nationale et internationale, nous avons pris acte de ce que le président de la République aujourd'hui, en quelque sorte, valide cette recommandation qui était l'une des recommandations fortes du grand dialogue national. Seulement, voyez-vous, nous avons toujours tendance de croire que le Camerounais, c'est celui-là dont les préoccupations sont reléguées au calendrier grec. Pourquoi je le dis? Depuis que l'on a fini avec le grand dialogue national, je peux me tromper, et là vous pouvez me rectifier, nous n'avons pas vu le président de la République se prononcer. On n'a vu aucune sortie médiatique, on n'a vu aucune réaction de la part du président de la République, mais nous sommes tout simplement surpris du fait que le président de la République trouve plutôt l'occasion de confirmer cette résolution forte au-delà de notre triangle national. Ce qui confirme encore l'idée suivant laquelle nous sommes encore un pays qui ne connaissons pas que nous avons l'autodétermination. Nous sommes un pays qui, sur le plan du Conseil des Nations, a son mot à dire. Ne pensons pas que nous devons toujours entretenir des relations de paternité avec la France pour pouvoir faire des grandes annonces. Pour rebondir sur ce que le précédent orateur disait, le représentant du RDPC disait tout à l'heure, c'est une satisfaction pour eux, ça pourrait calmer les gens, mais je dis que le peuple meurtri du nord-ouest et du sud-ouest, pour peu que l'on puisse dire, avait besoin de cette confirmation de pluie. D'accord. Avait besoin de cette confirmation de pluie. Nous sommes dans une phase très difficile et toutes les actions qui concourent à un retour normal à la situation, toutes les actions qui amèneraient les uns et les autres à déposer les armes et à comprendre que l'on ne se lève pas contre la mère patrie n'importe comment, devraient tout simplement se rendre compte de ce que ce discours, cette confirmation de Monsieur le Président de la République, primo, devait se faire depuis. C'est compris, vous l'avez déjà dit. Oui. Ça devait être fait sur notre Merci territoire. Beaucoup. Monsieur Footsing, est-ce que ça change quelque chose pour vous ou surtout, est-ce que cela peut changer la perception de la communauté internationale des efforts faits par le Cameroun pour résoudre cette crise, cette annonce de statut spécial? Bon, moi
c'est vrai qu'à chaque fois qu'on évoque la question du statut spécial, moi particulièrement, je suis un peu gêné. Mais, vous savez, la crise anglophone n'est pas née de l'absence d'un statut spécial. Ça dit que les causes de la crise anglophone n'ont rien à y voir avec le statut spécial. Pour moi, je considère jusqu'à présent que nous essayons de passer à côté. Mais comme ce sont les résolutions du grand dialogue national, le fait qu'on est allé annoncer ça à Paris, pour moi, ça me gêne beaucoup. Et même au-delà de cela, vous savez, aujourd'hui, la population camerounaise ne croit plus à ses dirigeants, encore moins à M. Paul Biya. Et là, personne ne peut contredire cela. De 1996 à 2019, on n'a pas pu appliquer 2% de la décentralisation. Je doute fort que même ce statut spécial soit appliqué pour apaiser les cœurs, parce que nous sommes dans un type de gouvernance qui consiste à faire des annonces pour calmer les tensions, et une fois que les tensions sont calmées, on oublie les annonces jusqu'à ce que les tensions se réveillent encore contre la République. Moi, j'aurais voulu qu'après le grand dialogue national, puisque on avait convoqué à travers les antennes de la télévision nationale, j'aurais voulu qu'après le grand dialogue, qu'on revienne sur les antennes de la télévision nationale, donner le compte rendu du dialogue et peut-être... que ce soit le président qui le fasse. Oui, justement, sur les attentes, sur les résolutions qui ont été prises. Malheureusement, après le dialogue, on garde le silence et lorsqu'on a l'occasion de se retrouver à la métropole, avec un très grand sourire, on annonce que, oui, justement, le statut spécial pourrait avoir lieu. Mais je rappelle, pour terminer, que la crise anglophone n'avait rien à y voir avec l'absence du statut spécial. Donc, pour moi, c'est une fuite en avant. Serge Gauthier-Onanina, on parle beaucoup de cette annonce du président de la République. Le PURS a pris part au grand dialogue national. Est-ce que pour vous, ce serait juste que ce soit maintenant qu'on puisse l'annoncer, puisqu'on attendait le président sur la mise en œuvre des recommandations, ou bien au moins qu'il prenne acte des recommandations du grand dialogue national? Est-ce que ce n'est pas vers là qu'on est allé ce soir avec cette prise de parole à Paris? Mais écoutez, Madame Yemelon, une chose est d'annoncer, une autre est d'y mettre un contenu. Quel contenu réel va-t-on y mettre? Le grand dialogue n'est pas une institution. Le président n'a pas expliqué dans quelle institution réelle ce grand dialogue va être implémenté. Va-t-on légiférer à l'Assemblée nationale? Va-t-on le mettre sur... Va-t-il décréter... Je vous en prie, monsieur Mott, vous parliez, je vous écoutais sagement. Je voulu vous aider. Ne m'aidez pas, aidez-moi avec un peu d'argent si vous en avez. Une maladresse, c'est aussi une maladresse communicationnelle de la part du président de la République, ou de ses conseillers plutôt. Vous voyez, depuis que les autres l'ont dit ici, dans ce studio et sur ce plateau, depuis que le grand dialogue a eu lieu, il y a eu des équipes, le Premier ministre en était le président du comité d'organisation, il y a eu un silence. Alors, ce silence n'a pas aidé à apaiser à la fois les esprits sceptiques, mais également les détracteurs. On aurait dû révéler clairement un chronogramme sur les différentes actions à mener, les étapes de leur mise en œuvre, mais également désigner les responsables et préciser les délais impartis. Et ces délais n'ont pas été, tout cela n'a pas été fait. Moi, je me pose également la question de savoir pourquoi le président s'est empressé d'aller à Paris parler du grand dialogue alors qu'hier il y avait Moscou et plus avant Tokyo. C'est autant de questions qui suscite quand même notre curiosité au niveau pourquoi le choix de Paris et pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi aller communiquer plutôt à Paris alors qu'on aurait pu communiquer sur place? Pourquoi maintenant? Vous allez dire qu'on n'interroge pas le temps du président, peut-être? Oh non, je pourrais également me le permettre, mais vous voyez très bien qu'on discute des choses essentielles sur chaque fois la périphérie. Et très souvent, ils sont arc-boutés à chercher la faille qui les permettra de positionner un certain nombre de critiques. Il y a une institution que tout le monde a appelée de tous ces jours, une occasion de discuter, qui a été le grand dialogue national. Il y a un certain nombre de résolutions qui ont été posées. Il y a une première, de manière très officielle, qui va faire l'objet d'une implémentation, puisque le président de la République a donné suite. Au lieu de discuter autour, voilà. Ils ont le droit effectivement d'avoir des positions qu'ils ont, mais
évitons des positions périphériques. Et dans le cas d'espèce, effectivement, quel que soit l'endroit où l'annonce est faite, peu importe, effectivement, on ne peut pas également dire au président de la République qu'il n'a pas le droit de répondre à des préoccupations qui sont formulées par ses interlocuteurs. Oui. Et dans le cas de Mo Ibrahim, vous savez très bien qu'il a une perception. On a une question posée voilà, par il répond à une question, et ça ne me semble pas qu'il soit nécessaire qu'on puisse lui fixer un cadre. Maintenant, quant au moyen de l'implémentation, on verra bien. Je voudrais également préciser que dans le cas d'espèce, et c'est pour ça effectivement qu'on peut admettre qu'il y a un temps de réflexion qui puisse être accordé à l'ensemble, à une panoplie d'ailleurs de recommandations qui a été formulée. Si vous commencez à les implémenter tout azimut, là effectivement vous risquez d'avoir des problèmes derrière. J'ai le droit également, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que dans le cadre de la résolution de ce conflit-là, est-ce que on n'est pas en train de céder à la surenchère qui consiste à dire on demande souvent un certain nombre de qui peuvent même être par la suite être des fardeaux pour la communauté en question. Je précise tout simplement la revendication qui a été posée quant aux spécificités de la zone anglophone risque effectivement d'être un effet d'un mauvais effet après. Parce que tout le monde peut demander une spécificité pour ça. Au-delà du fait que tout le monde veut demander, quand vous commencez à dire qu'à l'intérieur d'une communauté nationale vous êtes spécifique, ça peut également avoir des contre-coups. Notamment, on peut considérer ça comme étant une revendication qui est fondée sur la communauté. Et lorsque vous dites effectivement je suis communautariste, le Conseil des Nations retiendra effectivement que nous avons en face de nous quelqu'un qui ne veut pas s'insérer dans la communauté. Dans le cas de cette spécificité-là qui pourrait éventuellement leur être accordée, il faudra effectivement qu'ils tiennent compte de leurs propres intérêts également pour l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, s'ils s'enferment dans une posture, pour terminer, après effectivement, il ne faudra pas également qu'ils se plaignent qu'on les regarde avec un certain regard. D'accord. Des gens qui ne sont Serge Nalina réagit et puis je vous donne la parole parce qu'il avait des Alors, je suis surpris. Les principes de la diplomatie veulent qu'on ne parle pas des affaires internes à l'étranger. Bon, nos pays africains s'en sont habitués. Lorsque vous posez la question à un président français-américain sur la politique intérieure de son pays, il vous dit que je vais en parler lorsque je rentrerai chez moi. Même s'il faut rassurer les partenaires internationaux, c'est d'abord une question de souveraineté. Premièrement. Deuxièmement, il y a cet esprit de procrastination chez nos amis d'en face, du RDPC, qui on verra bien. Vous voyez l'expression on verra bien. Toujours remettre la mort, le décès, la décapitation d'Ayafor ou de Polycarpe Icomé ou bien les exactions de l'armée ou bien ces milliers de réfugiés n'attendent pas le on verra bien. Merci beaucoup. Monsieur Fossi? Oui, ça dit, moi quand j'écoute Samuel, moi j'ai comme l'impression qu'il veut jouer à la victime. Ça dit que pour eux, accorder un statut spécial, c'est donner la possibilité à ces personnes-là qui n'aimeraient pas vivre dans la communauté camerounaise. Monsieur Samuel, ce sont là les résultats de l'échec de 38 ans de pouvoir. Ça dit qu'en 38 ans, on a été incapable de construire une identité camerounaise. C'est pour ça que les micro-identités pensent à un moment donné qui peuvent se développer pour se mettre ensemble afin de se défendre et de construire, de se développer. C'est ça en fait la question de fond. Ça dit que nous sommes dans une famille, il y a 8 mamans, on a confié la gestion de la famille à l'aîné, mais l'aîné ne parvient pas après 38 ans à offrir un toit à tout le monde. Les enfants de chaque maman commencent à dire, mais nous ne voulons même plus appartenir à cette famille-là. Si vous nous donnez un statut spécial qui nous permet peut-être d'acheter nos toiles, de toller notre maison, nous on ferait mieux que ce que l'aîné est en train de nous proposer. C'est ça. Ce sont là les conséquences de l'échec et c'est ce que nous vous reprochons. Vous dites, on va voir. Vous voyez, ça dit que ça traduit même l'esprit de ceux qui nous gouvernent. L'esprit de on va voir. Notre frère Dupuis, M. Onanina, a rappelé que le grand dialogue n'est pas un cadre institutionnel. Ce n'est pas une institution. C'est-à-dire qu'après le grand dialogue national, il était important qu'on rassure aux Camerounais et quels sont les mécanismes institutionnels qu'on va utiliser pour implémenter les résolutions ou on va aller directement violer la Constitution parce qu'il y a une crise à résoudre. Ce sont là les questions que chaque Camerounais aujourd'hui se pose. Mais pour conclure, je suis encore très gêné parce que la toute première fois que celui qui semble conduire le bateau Cameroun se prononce sur le grand dialogue national, il va le faire à Paris. Pourquoi
pourquoi il allait le faire à Paris alors qu'il pouvait à Yaoundé? Pourquoi pas à Paris? Pourquoi pas? Oui, mais pourquoi pas Yaoundé? Eh bien, parce que ce ne sont pas les Parisiens qui sont, c'est pas la vie des Parisiens. Mais il s'adressait à la communauté internationale qui, vous le savez, est très préoccupée par la situation du Cameroun. C'est tout à fait normal. Plus nos frères du nord et du sud-ouest c'est-à-dire, avaient plus à entendre le président de la République que quiconque. Il faut que monsieur le représentant du RDPC, monsieur Samuel Mott, puisse comprendre que vraiment sur des morts, il ne faut pas toujours faire la fine bouche. Les communautés du nord-ouest et du sud-ouest ont longtemps payé le prix de cette guerre que j'ai toujours appelée une guerre inutile que votre régime les a livrés. Alors, maintenant, vous parlez de statut spécifique qui pourrait entraîner des autres effets dans d'autres régions. J'ai dit que c'est ce genre de discours qu'il faut abattre. Parce que le régime spécial, c'est un fretin menu. Mais c'est aussi constitutionnel, ce régime spécial. Je vais vous dire, ce régime spécifique, c'est un fretin menu. Au départ, c'est la sécession. Nous sommes tous d'accord qu'on ne touchera pas un seul centime du territoire national. Oui. Alors là-dessus, tout le monde reste unanime. Mais il y a un principe que c'est le fédéralisme qui pouvait résoudre ce problème. Ce fédéralisme tel que proposé par le Social Democratic Front et porté par le Tchermani John Fundi lors de son discours en plénière, je vais dire courant du grand dialogue. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de résoudre les problèmes par État. Parce que notre problème, M. Samemo, que notre gouvernement doit être affronté après, ce serait le contenu de ce que vous avez appelé régime spécifique. Parce qu'après, il faudra bien qu'on s'accorde, du moins, que ces gens du nord-ouest et du sud-ouest puissent se reconnaître dans le contenu. Sinon, ça doit encore être un autre débat qui nous amènera dans des c'est par là que ça même a commencé et dans les chancelleries des partis politiques. Pour essayer de merci. Pardon, merci. Pardon. Permettez que je donne la parole, puisque c'est par là qu'il a commencé en parlant du contenu qui reste à mettre dans. Il y aura un contenu effectivement qu'il faudra mettre à cela, mais à condition de ne pas également casser cette idée-là, effectivement, que quand il parle de problèmes de communauté qu'on aurait pu résoudre en 37 ans, ce n'est pas en disant aux gens qui sont spécifiques qu'on peut les résoudre. Mais vous voyez très bien que... Donc c'est une mauvaise solution, finalement. Attendez, je peux à tout le moins être réservé quant à une revendication qui viendrait du grand dialogue national. Parce que c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Dans les mêmes recommandations, quand vous allez plus loin, on vous dira également que quelque part, il a été fait une recommandation selon laquelle on doit spécifiquement nommer dans les institutions universitaires en zone anglophone, uniquement des ressortissants de la zone anglophone. Et donc, effectivement, c'est parce qu'elle vient du grand dialogue national qu'on n'a pas le droit de s'interroger. Qu'il pose des interrogations, effectivement, c'est tout à fait venu, ça pourra faire le champ de discussion. Mais vous voyez très bien que, très souvent, ils perdent même l'esprit républicain, qui consiste à dire, effectivement, que lorsqu'il y a quelque chose d'aussi important qui nuit à la cohésion sociale, le réflexe républicain devait primer sur tout le reste. Quand il décompte les morts, qu'il y a dans le nord et le sud-ouest, c'est effectivement des morts sont à déplorer. Maintenant, la question, qu'est-ce qui pousse à ce qu'il y ait une prise d'armes dans une république, pas des fils contre les concitoyens de la même nation? Le président l'a expliqué à moi, Ibrahim, tout à l'heure. Il explique effectivement... C'est vous qui gérez les affaires. Non, ce n'est pas nous qui gérons les affaires. C'est vous qui gérez les affaires de la nation. Sous le prisme où vous êtes tenu, vous devez nous rendre compte. Merci, maître. Qu'est-ce qui fait que dans une république que l'on puisse tolérer, justifier, accepter qu'à l'intérêt d'une nation, des citoyens puissent prendre des armes contre d'autres citoyens. La vie républicaine, elle est faite ainsi. Lorsqu'on a un différend, on essaie de le résoudre. À défaut de le résoudre par la négociation, on attendra effectivement l'arbitrage qui viendra d'une instance. Dans le cas effectivement des divergences politiques... parce qu'ils vont prendre la parole. Ils vont prendre la parole et puis ils sont trois à parler. Dans le cas de divergences politiques comme celle que l'on a au nord et au sud-ouest, effectivement, on aurait pu entendre pour faire évoluer les choses autrement. Aujourd'hui, on passe par des mécanismes qui ne sont pas des mécanismes républicains, qui sont des mécanismes de circonstances. Effectivement, essayons-les
Parce que l'autre chose également qui nous était reproché, avant que cette grande dialogue-là ne soit organisée, c'est de dire effectivement qu'ils ne sont pas disposés à négocier, à dialoguer. Oui. Là, au moins, on a fait une démonstration. Le dialogue a été fait. Qu'il y a eu dialogue, et effectivement, dans le cadre de ce qui a été proposé, vous donnerez le temps nécessaire au président de la République de pouvoir étudier l'ensemble des recommandations qui ont été faites. Ça même il dit justement qu'il n'y a pas le temps. C'est ça le problème. Ou bien que le président prend son temps. Écoutez, pour faire des choses aussi sérieuses, il faut prendre son temps. Contrairement à ce qu'il pense. Écoutez, ne mettez pas la vue, ne mettez pas, attendez, je viens à cela. Ne mettez pas la vue de la République à hauteur de votre propre vie. Nous sommes là pour passer la main. Il y a également des générations futures dont il faut prendre en considération. Attendez, ils effleurent également des concepts de décentralisation. Allons-y, on va la faire. Attendez, ils envisagent même de faire le fédéralisme. Très bien, on va le faire. Maintenant, vous savez, premièrement, nous avons en face de nous un président qui est cohérent. Ah bon. Attendez, c'est votre point de vue que nous respectons. Plus vous le laissez parler, plus il termine. Il est cohérent et il ne fait pas dans la langue de bois. Dans la langue de bois. Parce qu'effectivement, lorsqu'on parle de ces points de régionalisation-là, quand on parle de la Cour constitutionnelle, quand on parle effectivement d'un certain nombre de formes qui avaient été envisagées, premièrement, ça va être fait progressivement, donc il n'y a pas d'entourloupe par la matière. Maintenant, quand on parle effectivement de cette implémentation-là, il y a un certain nombre de concepts qui sont mis au débat aujourd'hui et qui semblaient hérissés. Quand on dit par exemple, il faut tenir compte des peuples autochtones, ça commence à être mais c'est aussi constitutionnel, ça aussi, non? C'est pas comme si c'est nouveau de parler des sauf que ça semble surprendre un certain nombre de personnes. Quand on parle également des notions d'allogénie, ça semble surprendre un certain nombre de personnes. Oui, effectivement, quand on regarde notre corpus sociologique au Cameroun, vous ne pouvez pas faire de régionalisation sans toutefois tenir compte de ces concepts-là. Merci. Parce qu'effectivement, le risque que nous courons et qu'ils veulent éluder, parce qu'ils ne veulent pas être cohérents, c'est de dire effectivement que dans le cadre de la régionalisation, on va tomber sur deux types d'États, des États qui sont des sanctuaires, des États qui sont des sanctuaires, des régions qui sont des sanctuaires et des régions qui sont en partage. Merci. Et donc, Serge Nonina, vous vouliez réagir sur la même question? Alors, M. Motte a parlé du temps qu'il faut. Mais je dis de 2016 à 2019, ça fait 3 ans. C'était suffisant pour commencer. En ce moment-là, si on avait rapidement résolu les problèmes, nous n'en serions pas la notion de temps. De deux, la crise anglophone pose un problème réel de gouvernance. C'est de ça qu'il est question. Je vais schématiser ça simplement, lui qui parle de communautarisme, de repli, ainsi de suite. Vous avez 4 enfants chez vous, et votre épouse, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je prends ça pour moi. Monsieur Maud, les Camerounais vont comprendre. Je vais dire aux Camerounais ce que j'ai envie de dire, quoi que vous fassiez. Je dis ceci, vous avez 4 enfants chez vous, et parmi les 4 enfants, vous avez un enfant naturel. Et qu'à un moment de leur gestion, un se sent, c'est pas lui qui est l'enfant naturel. Un de ses enfants, dans la gouvernance de la maison, dans la répartition des biens, dans l'attention qu'il leur a accordée, dans toute l'éducation, a l'impression seulement. Une impression. Alors il va vous rappeler qu'il est naturel. Il va vous rappeler qu'il est naturel. Mais si vous dirigez bien, vous gouvernez, vous accordez la même attention, cet enfant sera le premier à rappeler à tout le monde entier que vous êtes son digne père. D'accord. C'est faire les questions dans la prise en compte. Dernière préoccupation, s'il vous plaît. Quel statut spécial, quel dialogue national avec quels hommes? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Ce sont des hommes qui ont échoué pendant des années. Est-ce à eux qu'on va encore confier la gestion des résolutions du grand dialogue national? Vous y étiez dans les discussions. Est-ce que vous avez posé ça comme problème? Tout le temps. Puisque vous avez été associé au grand dialogue national. Notre premier secrétaire les a posés. Écoutez, c'est une concertation. C'était un cas de concertation dans lequel on donnait des avis. On se concerte quand même, mais on rejette les résolutions qui viennent après. Bien entendu, si je prends mon téléphone et je vous montre les résolutions entre ce qui a été lu en plénière
Et les rapports en commission, vous ne vous reconnaissez pas il y dans a ces un fossé, il y a des choses qui ont été éludées, madame. Alors, non, ce qui a été présenté, c'était une synthèse. Oui, c'était la synthèse. Une synthèse. Parce que tout le document avait été acheminé à qui de droit? Voilà. Je suis désolé, À qui de droit? madame Sebelon. Oui. On a donné Il y a synthèse. deux personnes, deux catégories de droit. Oui. Il y a le président de la République qui est qui de droit. Il y a les Camerounais. Oui, mais Et pour les le cas Camerounais d'espèce, sont c'est le président de la 24 République qui a millions de convoqué poussières. le grand dialogue national. Mais c'est pour les Camerounais Pour qu'il a demander qu'on lui donne convoqué. des recommandations. Donc c'est à lui de rendre public, à mon entendement, ces recommandations. Mais je passe à vous, Maître Ledjo. Le SDF a boudé donc l'ouverture de la session parlementaire. Est-ce que ces revendications sur boycott a trait à la participation aux élections, notamment dans le nord-est et le sud-ouest? Et ma deuxième question, c'est la question du statut spécial annoncé par le président. Est-ce que ça change quelque chose sur votre position aujourd'hui? Je vais commencer, si vous le permettez, par votre deuxième question. Le SDF, dans sa posture républicaine, a un projet de société. Ce projet de société, comme système de gouvernement, de gestion de la cité, propose le fédéralisme, qui est notre, je vais dire notre façon, notre vision. Vous avez compétit avec le fédéralisme et vous n'avez pas eu les voix du peuple. Je veux juste le rappeler. N'oubliez pas que nous n'avons pas compétit. Je vais dire, notre bastion électoral n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Ça, c'est d'un. N'oubliez pas que le parti État RDPC a fait la campagne avec les moyens d'État. Je prends un exemple, c'est moi, Maître Ledjo, quand je déplace mon véhicule pour aller faire la campagne derrière le président Joshua aussi, c'est ma voiture, c'est mon carburant que je mets. Alors que le ministre du RDPC, qui s'en va faire le même meeting, utilise les moyens de l'État et le carburant de l'État et le véhicule de l'État que moi, en tant que contribuable, je paye. Donc, ce n'est pas voilà la différence. Donc, ce n'est pas arme égale. Alors, pour revenir donc à votre préoccupation, le SDF a proposé le fédéralisme en commission et la commission nous a tout simplement retorqué qu'elle n'avait pas reçu mandat pour parler du fédéralisme. Mais cela n'a pas empêché le SDF, qui est épris d'un esprit de liberté et de paix sociale, de continuer à secouer ce cocotier qu'on appelle le RDPC. Et le RDPC a justement jeté des lestes, a fait des compromis. Donc, parce que ce statut spécial-là, c'est un compromis au départ. Rappelez-vous, ces communicants du RDPC disaient ils vont dialoguer avec qui? Il n'y a même pas de dialogue à faire. Et alors, leur président national les a pris à contre-pied pour organiser, pour convoquer ce grand dialogue et dit, vous allez dialoguer. Alors, le SDF, dans sa posture, disais-je tantôt, républicaine, a continué, je vais dire, n'a cessé de faire comprendre que s'il faut être d'accord, si nous sommes d'accord sur le fait que nous devons rester unis dans notre diversité, alors il faut regarder de plus près ce problème posé par les enfants du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, comme je disais tantôt, ce régime spécifique accordé à ces deux régions, pour nous calme, parce que un n'a jamais été l'équivalent de zéro. Demain, vous retournez à l'Assemblée nationale? Pour le moment, le parti, je veux dire les parlementaires du parti, ne prennent pas part à la session de novembre, justement, et le parti a communiqué là-dessus. Nous sommes intransigeants là-dessus. Il faut que le RDPC cesse de paître dans la prairie du déni. Il faut qu'on voie les réalités en face. Malheureusement, le deuxième volet, je n'ai pas... Je vous reviens. Monsieur Fonting, est-ce que vous soutenez le SDF dans cette posture de boycott, notamment de la session parlementaire? Est-ce que vous comprenez ces motivations? C'est-à-dire, l'obésité parlementaire du RDPC fait que si vous allez au Parlement avec un esprit patriotique dans l'optique de résoudre un ensemble de questions, vous allez faire face aux députés du RDPC qui ne sont rien d'autre que les substituts du gouvernement. C'est-à-dire que qui viennent là, ils ne parlent plus en tant que députés, mais en tant que représentants de l'équipe qui dirige aujourd'hui. Si le SDF allait même à la session de novembre, ça changerait on se rappelle, depuis l'année surpassée,
Plusieurs fois, ils ont manifesté leur volonté à déposer sur la table la question de la crise anglophone. Faut qu'on en débatte. Moi, je leur aurais même accusé s'ils avaient accepté encore de partir là-bas s'asseoir pour qu'on continue de parler des choses qui n'ont rien à y voir avec les grands enjeux de sécurité de notre pays. Comment expliquer qu'une nation est en guerre, en crise depuis 3 ans? Il y a des personnes qui représentent le peuple. Ça dit, le peuple leur a donné mandat d'aller s'asseoir pour parler de leurs problèmes. Et ces personnes décident d'aller parler d'autres choses qui n'ont rien à y voir avec les préoccupations du peuple. Voilà 3 ans, le Parlement ne s'est pas prononcé sur la crise anglophone. Donc c'était de bon jusqu'à ce qu'un dialogue soit convoqué, alors que même les parlementaires de ce même parti politique disaient qu'on ne devrait même pas dialoguer. D'ailleurs, qu'il n'y avait personne avec qui dialoguer. Ça dit que il n'y a pas de volonté de faire avancer le Cameroun. D'accord. Et le Parlement aujourd'hui est devenu l'ombre de lui-même. Parce que les problèmes que les parlementaires devraient s'intéresser à apporter des solutions n'ont même pas été posés sur leur table. Merci. On se demande bien, mais à quoi servent à un moment donné ces députés-là qui refusent leur responsabilité? Serge Nonina, il se dit que il se dit qu'il sera question durant cette session des recommandations du grand dialogue national. Est-ce que vous pensez que le SDF aurait pu rester et apporter quelque chose comme contribution à ces travaux? C'est possible? Je suis un peu mal à l'aise dans le commentaire du comportement d'un parti concurrent. Oui. Parce que, à la vérité, ce qui nous intéresse, ce sont les Camerounais. Exactement. Et à cet effet, j'ai envie de dire que faut éviter d'entrer, se poser toujours un certain nombre de questions lorsque on pose des actes. La politique de la chaise vide a très souvent quelles conséquences par rapport à la gestion des questions. Que ce soit dans la famille, que ce soit à l'échelle macroscopique. À chaque fois que vous êtes absenté d'un lieu de décision, on décide pour vous. On décide pour vous et vous subissez la décision. Et qui décide pour vous décide contre vous. Contre vous. Et quand vous êtes là? Quand vous êtes là, vous pouvez faire entendre votre voix. Vous pouvez même être agressif. Même l'abstention, c'est une décision. Le silence est moins expressif que l'agressivité. Vous savez, quand les députés italiens et autres se bagarrent à l'Assemblée nationale, lorsque une parlementaire, je n'encourage pas cet acte, mais un jour a jeté sa chaussure sur la tête accidentellement, ça n'a pas été oublié comparé à une absence. Il y a également une autre question qu'il faut se poser. Comment veut-on entrer dans l'histoire? Veut-on entrer dans l'histoire comme ceux qui sont toujours dans la politique de la chaise vide et qui font en sorte que le Cameroun, parce qu'à la vérité, si nous subissons aujourd'hui le diktat de l'obésité RDPC, c'est parce qu'il y a souvent eu ça. Il fallait être toujours là pour durcir le temps que vous aviez cette occasion. C'est pour ça, vous avez bonne souvenance, peut-être, permettez, vous avez bonne souvenance. Il va terminer, vous réagissez. Vous réagirez quand je vais citer ça. C'est là que moi je suis en campagne, déjà. Et je dis... Vous serez candidat aux législatives? Je souhaite être candidat, mais je suis c'est le peuple. Oui. Parce qu'il y en a qui me proposent pour les législatives et d'autres qui me sollicitent pour les L'appel sera entendu. Dans tous les cas, il va falloir qu'on reconstitue ce sommier politique. Parce qu'on a l'impression que, et j'en appelle à la jeunesse, parce que la jeunesse est téméraire. Merci. La jeunesse est courageuse. Merci, on revient. Samuel Motte s'exprime d'abord sur la question et je vous reviens, s'il vous plaît. Vous n'oublierez pas vos idées. Quand depuis 1992, on commence à dire que le RDPC est malfaisant, feignant, ne fait rien du tout pour les populations et qu'on se retrouve 30 ans plus tard à asséner les mêmes choses, alors qu'on n'a pas pu faire on n'a pas pu les faire avancer, on devait quand même être en mesure de se poser des problèmes. La démocratie, c'est un ensemble de responsables, partis au pouvoir, partis d'opposition, qui concourent au bien-être des citoyens. Et lorsqu'on a tenu un certain nombre de discours pendant un moment et qu'on n'a pas réussi à avoir le suffrage universel des populations, on devrait commencer à se poser un certain nombre de problèmes. C'est le cas du SDF? Écoutez, je suis en attente. Je suis en attente. Parce qu'effectivement, à dire en face, il n'y a que des mauvais,
Et qu'en face, chaque fois on a remporté des victoires, on devait se poser des problèmes. Donc le boycott n'aura aucun impact sur les travaux de la session? Ils ont le droit de faire comme ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais le fait de dire effectivement ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ça nous pousse également à la surenchère. Et cette surenchère-là, effectivement, peut avoir des conséquences. Quand je parle également des conséquences pour l'avenir, je le parle pour un ensemble d'ajustements. Pas nécessairement ce qui s'est passé dans le nord et le sud-ouest, mais on devait savoir que dans la démocratie, on est en pleine responsabilité. On est en pleine responsabilité quand on est dans l'opposition. On est également en pleine responsabilité quand on a réussi à avoir, voilà, effectivement. Et c'est dans leur rôle de pousser la société à une alternance possible. Dans le cas d'espèce, je note tout simplement que depuis 1992, nous avons chaque fois le même slogan. Et encore une dernière fois, lorsque nous participons à la construction d'une nation comme la nation camerounaise, il n'y a pas de place à la surenchère. Merci, ce qu'ils font là, effectivement, c'est la surenchère de la critique qui fait que, à un moment donné, ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils tournent en rond. Mais entre-temps, la République avance. C'est compris. Maître Ledjou. Non, je voulais tout simplement dire à M. Motte, avant de répondre aux représentants du PUJ, que depuis 1992, le RDPC ne peut pas se dire avoir véritablement gagné une élection au Cameroun. Cela étant dit, parce que vous avez toujours contesté et le code électoral, le système électoral globalement. Pour ce qui est du représentant, si je vais m'attarder là-dessus, je vais perdre beaucoup de temps. Pour ce qui est du représentant, puis je vais tout simplement dire que son commentaire m'amène tout simplement à comprendre que soit il ne connaît pas très bien le fonctionnement de l'Assemblée nationale, soit il fait une, je vais dire, il le fait sciemment. Première des choses, vous savez qu'à l'Assemblée nationale, c'est la majorité pour pouvoir faire passer les... Toutes les assemblées du monde fonctionnent. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Les lois. Maintenant, c'est la majorité obèse du RDPC qui fait son diktat. Je vais prendre des exemples simples. En novembre 2017, lorsque la crise anglophone éclate, le SDF... c'est-à-dire à moult reprises demandé que le problème envahit même le perchoir en chantant, inscrit à l'ordre du jour. Et alors monsieur Mott qui est là-bas a dit niet avec ses amis. Et le SDF était obligé d'utiliser les vuvuzelas pour arriver, permettez s'il vous plaît, vous allez réagir. Le SDF était obligé d'utiliser les vuvuzelas pour bloquer les travaux de l'Assemblée nationale. Et n'a pas obtenu l'inscription. Et n'a pas obtenu, jusqu'à ce qu'on parle du grand dialogue national, les députés de la nation n'ont jamais, je dis bien, jamais inscrit à l'ordre du jour le problème de la crise anglophone. Deuxième autre exemple, est-ce que vous savez que en mars 2014, le SDF a déposé une proposition de loi portant modification de la loi du 11 juin 1968 sur le code de la nationalité, parce qu'il fallait lever le verrou de l'interdiction de la double nationalité. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, on n'en a jamais parlé. Mais les règlements disent aussi qu'après 6 sessions, ce sera inscrit. Non, je voulais justement lui dire ceci là. Je lui rappelais que quand vous lisez le règlement de l'Assemblée nationale modifié en 2014, l'article 39, alinéa 5, vous dit que après 2 sessions, si une proposition de loi n'a pas pu être examinée, alors de droit, cette proposition doit être inscrite à l'ordre du jour pour être examiné. Depuis 2014, mars 2014, le SDF a posé sur la table sa proposition de... Et ça n'a pas été examiné. Ça n'a pas été examiné jusqu'aujourd'hui. C'est pour vous dire que... C'est pour expliquer les blocus que le SDF a dans le Parlement. Et maintenant, même le fait de ne pas participer, même le fait de boycotter, c'est une autre pression. Même le fait de boycotter, de ne pas aller à la... C'est une autre... Ne vous faites pas le relais de ce que Maître Lodjou dit. En fait, Lodjou se lève un matin, Maître Lodjou, il se lève un matin, il se rend compte qu'il est dans un domaine où la démocratie fonctionne. C'est-à-dire? Et c'est un principe démocratique qui consiste à dire qu'on recourt chaque fois à la majorité pour avoir une prise de décision. C'est pourquoi nous dénonçons votre majorité obèse. Vous en faites assez. Il faut gagner les sièges. Attendez, Maître Lodjou, une chose... Pardon. Oui, là, après le jour en tout en responsabilité, une chose est de dénoncer ce qui pourrait
constitué à leurs yeux comme étant une majorité obèse, une autre chose est d'avoir la force nécessaire pour faire en sorte que la majorité ne soit pas obèse. Et votre responsabilité... Merci. Vous avez bloqué le jeu démocratique. Si Maître Lodjo veut bien qu'on avance avec Samuel Moto. Monsieur Foti, vous avez la parole. Merci, monsieur. Je vous retire la parole. Monsieur Foti a la parole. Votre responsabilité à vous, et je vous reviens à vous. Effectivement, de faire évoluer les choses. Oui. Mon cher Maud, je ne suis pas la vedette de l'émission. Non, vous tenez le mauvais bout. C'est celui-là que je peux faire. Il me donne beaucoup de satisfaction. Dans la gestion des sociétés humaines n'est pas toujours le principe de l'organisation. C'est un problème d'intention de ceux qui sont élus. Oui. Ou même de ceux qui ne sont pas élus par les hommes, mais sont choisis naturellement. Je vous dis encore, je dis ceci. Le Parlement pourrait même être constitué de 100% députés RDPC. Le Parlement pourrait être constitué de 100% députés RDPC. Cela ne poserait aucun problème si ces députés parviennent à régler les problèmes de la nation. Parce que si la crise anglophone éclate, c'est justement parce que les parlementaires qui sont majoritairement RDPC, après la constitution de 96, ont abandonné cette constitution pour se concentrer sur les votes de nouvelles lois qui ne seront pas en leur tour appliquées. Ça dit que si le problème de la crise anglophone avait été déposé sur la table à son éclatement en 2016, je vous assure, le SDF ne serait même pas en train de parler de votre majorité. Mais en 97, le Parlement était majoritairement en opposition. Je vais revenir. Oui. Si aujourd'hui on parle du Parlement obèse, récupérer même pas le RDPC, c'est justement parce que les problèmes de notre pays n'ont pas trouvé la solution au Parlement. Et pourtant, c'est le lieu indiqué, ça dit que toutes les questions posées sur la table du grand dialogue national, malheureusement, étaient des questions essentiellement d'ordre parlementaire. Que ce soit le statut de la diaspora, que ce soit la question de la sécurité dans les deux régions, en fait, la question de gouvernance, parce que le Parlement contrôle l'action de gouvernance. Étaient des problèmes que les députés auraient dû poser sur la table depuis. C'est bien compris. Et statuer dessus en tant qu'élus de la nation, au lieu, permettez de laisser les membres du gouvernement, qui sont les mêmes qui ont échoué, de se retrouver encore majoritairement au palais des congrès pour parler de dialogue. Merci beaucoup. Alors, Serge, et puis je vous donne la parole. Madame Yemelon, oui. Notre Parlement a besoin de parlementaires conscients, patriotes et dynamiques. Les autres ne le sont absolument pas. Et nous demandons au peuple de nous confier cela, parce que les faits sont là. C'est des aveux d'échec respectifs. Et je voudrais me permettre de dire que lorsqu'il a fallu réclamer l'augmentation des salaires des députés, on n'a pas vu de chaises vides. Et il n'y avait pas de couleur politique. Il n'y avait pas de couleur politique. Tout le monde était content. Vous comprenez? Lorsque maintenant il y a une question... Même quand on n'a pas eu du mandat impératif, voilà, la question du mandat impératif. Il n'y a pas eu de chaise vide. Maintenant qu'il y a une question qui n'est pas résolue, on fait la chaise vide. Moi, je serais resté là. Je serais même peut-être allé, au risque d'être suspendu, ravir le document à la speaker ou au speaker de l'Assemblée nationale, bien que ne connaissant pas le fonctionnement, pour qu'on parle de cela. Parce que c'est de cela. Cela aurait mieux fait parler qu'une chaise vide. Et regardez à la télé, lorsqu'on montre un reportage, Madame Yemelon est journaliste, elle sait que lorsqu'un reportage passe, Madame Yemelon est journaliste, elle sait que lorsqu'un reportage passe, lorsque les gens voient la chaise vide, ils n'y retiennent rien. Mais lorsque vous êtes assez violent, peut-être pas la violence de la crise anglophone, mais violent dans votre discours, dans vos actes, de façon républicaine, on le retient, on sent quand même que vous avez donné du vous jusqu'à la dernière énergie. D'accord. Samuel Motte, vous voulez dire quelque chose? J'ai chaque fois l'impression qu'ils se réveillent, ils vivent dans un monde qui n'est pas le monde réel. Parce que c'est un principe de démocratie qui consiste à dire qu'effectivement, en face, on ne recevra que des critiques. En face, effectivement, on dira toujours qu'il n'a rien fait. En face, effectivement, ce sera toujours des gens à remplacer. Mais quand il commence à décrire ce monde-là, on a comme l'impression qu'ils vivent dans un monde qui n'est pas effectivement celui de la démocratie. Quel est le pays au monde
vous trouverez une opposition en train d'encenser le parti au pouvoir. Nulle part. Et de même également, je voudrais préciser, ça va le faire bondir, il n'y a aucun pays également au monde où vous avez un parti au pouvoir qui facilite la tâche aux opposants. Il en va ainsi de donc c'est le jeu politique. C'est le jeu politique. Non. Sauf que là également, mais là aussi... Ils ont bondi, comme vous l'avez dit. Justement, j'attendais bien, c'était fait à dessein. Et là également, je suis désolé, la pensée globalisante, elle ne fait pas avancer le monde. Vous entendez chaque fois qu'ils vous assènent, ils n'ont rien fait du tout. Ah, dommage. Entre 1982 et 2018, 2019 aujourd'hui, notre population a été multipliée pratiquement par 3. C'est pour ça que les avions de la si rien n'est fait, c'est pour ça que la caméra a fermé. Si rien n'est fait, effectivement, la société... Et Camerco est né. Si rien n'est fait, la société s'écroule. Ils vous diront également, en termes de politique de santé, il ne s'est rien passé en 37 ans. Il y a seulement un ensemble d'indications qui apportent un démenti cinglant. Le premier démenti, c'est qu'effectivement, le taux de mortalité a lourdement baissé pour le bonheur des Camerounais. On vous dit également que les conditions de vie dans lesquelles les Camerounais vivent aujourd'hui sont complètement des conditions inhumaines. L'espérance de vie également a augmenté. Et quand vous le comparez, cette espérance de vie par rapport à un certain nombre de pays que nous prenons très souvent pour modèle, tels que la Côte d'Ivoire, vous voyez très bien que le Cameroun est largement en avance. Et également, c'est des rôles. Je dis tout simplement, il faut également que l'on soit responsable et qu'on sache, qu'on prenne la pleine mesure de sa propre responsabilité, de sa propre mission. La mission ici, je voulais le rappeler. Terminez, s'il vous plaît. Je voulais le rappeler, la mission de l'opposition, c'est de proposer une alternative crédible, une alternance crédible à la population. Je note tout simplement qu'en 30 ans, cette alternative-là n'a pas eu lieu. Et donc, effectivement, il n'inspire pas beaucoup confiance. Et c'est à dessein. Parce que, à force de critiques, on ne fait pas avancer. L'idée centrale, ce serait de dire effectivement que vous avez réussi à rentrer dans le corps social et que vous avez réussi à faire la bascule. Merci, cette bascule-là, nous l'attendons. Le jour que vous serez en responsabilité, non, sincèrement, moi, je suis certain aujourd'hui que M. Samuel Motte ne vit pas la réalité des Camerounais. Je suis certain aujourd'hui que M. Samuel Motte ne vit pas la réalité d'un gars de Madagascar, d'un gars de Nkoulouloun. Vraiment, vous vivez dans votre monde à part. Pourquoi? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Le taux de natalité, c'est... Monsieur Samuel Motte, vous avez été élu. Oui. Le 30 septembre 2013. Oui. Les élections, les résultats ont été proclamés par Elecam le 2 août 2013. C'est-à-dire le 2 octobre, je vais vous dire quelque chose. Oui. De 2013, M. Samuel Motte, à 2016, que la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest éclate. Oui. Vous êtes déjà parlementaire. Oui. De 2016 à aujourd'hui, ou alors jusqu'à ce qu'on convoque le grand dialogue, vous, parlementaire, député de la nation, vous n'avez jamais levé votre petit doigt pour dire inscrivez ce problème à l'ordre du jour. Vous vous sentez vraiment député de la nation. Pardon, maître Lejo, permettez-moi de vous relancer. Oui. Est-ce que les prises de parole en ouverture de Kabaye Djibril ou alors du président du Sénat, est-ce que ça compte dans les réactions bien dans sa famille politique au moins. Je parle dans sa famille politique au moins. Il aurait dû impulser cela dans sa famille politique afin que même en groupe, qu'il puisse faire passer cela. Mais ceux que je cite sont de la famille politique de M. Motte. Non, moi je vous dis tout simplement que M. Motte, ce n'est pas que je fais une fixation sur lui. Il faut qu'il comprenne que je veux parler du personnage. Je parle du personnage LDPC pour dire qu'aucun parlementaire LDPC n'a eu le pouvoir, je vais dire le courage de lever son petit doigt et de dire actuellement vous me permettez, je vais vous dire pourquoi. On passe à la dernière partie. Je voudrais vous dire pourquoi. Malgré nos conditions préliminaires à la participation au grand dialogue, nous y sommes allés. Nous avons dit, par l'intermédiaire du premier vice-président Joshua Oshi, nous avons dit, même si c'est avec le diable, nous allons aller au grand dialogue. Nous y sommes allés. Vous avez fait votre ordre du jour. Nous avons encore une fois de plus consenti à cet ordre du jour. Mais nous sommes sortis là-bas avec un régime spécial
qui devrait être appliqué au nom. On coupe la foire en deux. Ça, c'est un, plus que, je veux dire, merci, un vaut mieux que zéro. Une minute de réaction, s'il vous plaît. On passe à la dernière partie. Il a été interpellé, je lui donne la parole pour... Bon, finalement, ça sera un jeu de ping-pong. Une minute de réaction. Je veux dire, il en va ainsi de la démocratie. Nous également, je vais vous donner une très bonne raison pour laquelle... Vous vantez les médias de la démocratie tout à l'heure. Non, mais nous sommes bien dans un système démocratique que vous ne voulez pas reconnaître. Je vais vous donner une très bonne raison pour laquelle on ne peut pas vous lever le petit doigt. Peut-être même 2 ou 3 bonnes raisons en ce qui concerne la crise anglophone. Premièrement, nous pouvons également estimer que l'exécutif s'en occupe très bien. Ça, c'est une bonne raison. La deuxième bonne raison également, la crise anglophone n'est pas de raison d'être si nous sommes dans un État républicain. Elle n'a pas de raison d'être parce que chaque fois que vous avez un conflit dans le corps social, vous avez des mécanismes républicains qui vous permettent de résoudre les conflits. Et dans le cas d'espèce, nous ne sommes pas là uniquement pour faire la politique spectacle. Quand vous nous amenez les vuvuzelas à l'Assemblée, c'est pour quel effet? C'est tout simplement... C'est faute d'avoir obtenu. Encore une dernière fois, je reviens. Attendez, encore une dernière fois. Vous avez la gestion des affaires de la République. J'ai compris, merci. Il en ira. Pardon, je vous relance parce que c'est le SDF recours au vuvuzela, faute d'avoir obtenu par les voies légale que lui confère l'Assemblée nationale et le Parlement, l'inscription de cette question à l'ordre du jour. Pas par méchanceté, Carole et Mélon, pas par ignorance, pas parce que nous voulons absolument du mal aux Camerounais, mais tout simplement parce qu'il en va ainsi de la démocratie. Je vais vous faire également... C'est-à-dire la loi de la majorité, donc l'obésité dont parle M. Fotine tout à l'heure. Non. Je lui ai posé une question qu'il termine, je vous en prie. Mais merci. Faisons un parallèle. Oui, s'il vous plaît. Fonctionnement comparé des parlements. Il y a une histoire qui éclate en France qui concerne Benalla. Est-ce que vous a échappé que l'Assemblée nationale a refusé d'ouvrir une enquête et que le Sénat, qui a connotation droite, LR, a ouvert une enquête? Il en va ainsi de la démocratie. C'est-à-dire que vous n'allez pas à l'intérieur d'une société imposer votre point de vue minoritaire. Et lorsque vous êtes minoritaire à un moment donné, vous attendrez, vous souffrirez le temps nécessaire pour que vous puissiez devenir majoritaire. Pourquoi l'Assemblée nationale du Cameroun n'a pas mis sur pied les commissions d'enquête? Serge Onanina. Pardon. Vous ne me souvenez pas. Il faut évoquer cette question. Attendez. Je voudrais reprendre. Non. Je vous enlève tous les deux la parole. Il m'a pas compris. Non. Je vous enlève à tous les deux la parole. Messieurs, on ne s'en porte pas, s'il vous plaît. Vous êtes au crépuscule de votre règne. Messieurs, libérez le plancher. Ça, c'est une incantation. Messieurs, la règle républicaine... Je vous rappelle avoir du respect pour les téléspectateurs qui vous regardent. Vous criez, vous parlez l'un et l'autre en même temps, et on ne vous entend plus. La règle républicaine... Non, monsieur Mott, je vous retire la parole. Serge Onanina, je vous donne la parole pour qu'on puisse se terminer dessus. Sur les attentes par rapport à l'ouverture de la session parlementaire en parallèle avec la crise anglophone, est-ce que vous attendez quelque chose de ce Parlement aujourd'hui? Le Parlement, la session du mois de novembre est souvent consacrée au budget. Oui. Alors, un statut spécial est bien, mais je serai très attentif au budget, parce que les voyants sont au rouge. Où est-ce qu'on va prendre l'argent pour pouvoir résoudre un certain nombre de préoccupations? Y compris les recommandations qui sont inscrites dans le la première des choses. La deuxième attente de cette session parlementaire, c'est de demander aux députés de toutes les formations politiques, de toutes les familles politiques et au président de la République de rentrer dans l'histoire en introduisant une loi sur la réforme électorale. Nous allons aux élections avec un code électoral fortement contesté de toutes parts. D'ailleurs, les crises post-électorales n'en finissent pas. C'est parce qu'il y a un problème. Donc c'est par là, cette Assemblée nationale c'est le moment pour elle d'entrer dans l'histoire. On parlait de propositions, voilà quelques-unes. Vous savez, il y a la fracture sociale au Cameroun aujourd'hui. Ça c'est Chirac, ça. Merci. Il y a 1995. Ça c'est 1995 en France. Les Chirac. amis du RDPC qui citent Chirac et estiment que c'est un slogan, c'est creux, alors que c'est un homme politique qui est entré dans l'histoire de son pays et on peut entrer dans celle de d'autres. Je voudrais dire que vous savez pourquoi la crise anglophone perdue, vous savez pourquoi les critiques sont lancinantes, parce que
ceux qui nous gouvernent ne descendent pas sur le terrain. Ouais. Ah oui. Ah oui, ils nous gouvernent. Moi, j'invite les téléspectateurs, j'invite les Camerounais à ne plus les voter parce qu'ils vont rester. Voici ce qui va se passer. Ça, par contre, vous avez le droit. Merci Voici ce qui va se passer. Terminé. Voici ce qui va se passer. Il va vous distraire et il va prendre votre temps d'antenne. Alors, pendant la campagne, premièrement, ils ne seront jamais ponctuels. Ils vous diront meeting à 9h, viendront à 17h. Ils ne vous respectent pas, ils vous méprisent. Deuxième des choses, je ne prends pas les propositions. Deuxième des choses, ces gens, quand ils arriveront, ils vous parleront dans leur voiture vitre baissée. Fumer. Vous ne les reverrez plus jamais. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que vous avez un problème sérieux, parle de nous là. Alors, ils ne peuvent pas les résoudre parce qu'ils ne sont pas proches de vous. La fracture sociale n'est pas un mot créé par Chirac, c'est 3 mots qui existent dans le dictionnaire. C'est Merci un mot de beaucoup. campagne de Chirac. Je poursuis par vous. Maître Lodjo, jusqu'où peut aller le SDF dans son boycott? Jusqu'où est prévu d'aller le SDF? Non, pour le moment, la première phase, c'est celle dont la communauté nationale et internationale a été au courant. Tout ce que nous voulons dire par la suite, c'est que il faut véritablement que le régime du RDPC se réveille et comprenne que les intérêts... Ça l'intéresse qu'ils s'endorment toujours, hein? Non, ils s'endorment. Ils s'endorment. Et ils ne prennent jamais le pouvoir. Parce que la base, ils ont faussé le jeu à la base. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire sur d'autres cieux, sur d'autres plateaux de télévision. Même si, Madame Carole, vous là, on vous met comme candidate du RDPC, vous allez gagner. Vous allez gagner parce que le jeu est gâté à la base. Moi, je vous le dis, parce que je suis dans cette arène politique depuis 17 ans. Je sais ce que je dis. J'ai fait ONEL, j'ai fait ELEC, je suis en train de faire ELECAM. Alors, quand vous voyez, on vous dit qu'en cas de disparité de chiffres, écoutez, quand vous faites comprendre que en cas de disparité des chiffres, ce sont les chiffres de l'ELECAM qui font foi. Allez regarder ce qui se passe entre la fermeture du bureau de vote et le transport de la logistique jusqu'au centre local de l'ELECAM. Bref, dans tous les cas, et vous allez vous rendre compte que dans d'autres 6 constitutions, le président du tribunal de grande instance est président de la commission des comptes. Donc il faut changer la loi, c'est ça? Si le RDPC pense que c'est un parti solide, si le RDPC pense que c'est un parti qui a encore l'amour des Camerounais, alors révisez le code électoral et revenez compétitif. Vous allez voir comme on va vous battre à plat de couture. Merci. Monsieur Fotting, pour terminer avec vous sur ces attentes ou ces enjeux concernant l'Assemblée nationale, enfin le Parlement, l'inscription des recommandations du grand dialogue national à la discussion, et s'il y avait quelque chose à retenir, ce serait quoi? Actuellement, nous avons 2 principaux problèmes. La crise anglophone et le code électoral. C'est tout. Il n'y a pas 2 autres problèmes au Cameroun que ça. Ça dit que... À part ça, tout va bien. Non, pas que tout va bien. Les autres problèmes découlent de ces 2 problèmes. Parce que la crise anglophone fragilise davantage l'économie et l'absence d'un code électoral consensuel et crée la crise post-électorale et qui crée les tensions sociales. Alors, si le RDPC estime, comme M. Sanemot veut nous faire comprendre, et qu'il est un parti politique assez puissant, assez accepté par le peuple, qu'on arrête de piper les dés et qu'on descende sur le terrain politique. D'ailleurs, je pense que ce parti, même avec ce code électoral cette fois-ci, ne serait-ce que pour ce qui est des élections locales, sera très surpris. D'accord. Pardon, qu'il termine. Ouais, allez-y. Non, c'est bon, allez-y. Bon, monsieur Moto va vous laisser. Le RDPC. Non, allez-y. Le RDPC. Moi qui donne la parole. Mais assumez votre statut de parti majoritaire. Je dis ceci. Si le RDPC estime, parce que c'est ce parti qui détient le Parlement camerounais, qu'il statue sur le nouveau code électoral et qui pose la question de la crise anglophone sur la table. Et là, on va établir les responsabilités. Mais pourquoi est-ce qu'ils esquivent les vrais problèmes pour se préoccuper des accessoires? Nous, on attend de ce Parlement de poser sur la table les questions qui minent actuellement l'actualité et qui créent même et qui hypothèquent même l'avenir de notre pays.
Et ces deux questions fondamentales aujourd'hui sont la crise anglophone et le code électoral. C'est bien compris. Pour moi, il n'y a pas de... C'est bien compris. Vous voulez que vous fassiez une révélation, Caroline Milon? Oui. Ils en seront encore à se critiquer même quand ils vont prendre le pouvoir demain. La critique n'est pas une mauvaise chose. Ça, c'est pas une révélation. Je lis dans la boule de cristal. Ah, d'accord, ok, d'accord. Moi, j'attendais une révélation. J'ai vraiment envie de voir la tête de M. Samuel Mo dans l'opposition. Ils sont très dans la sûrs là. Avec des arguments, à mon avis, des arguments lunaires. Oui. Attendez, prenons le cas simple. Vous avez une minute, hein, sinon on va nous couper à l'antenne. Ah ben, on va nous couper dans l'antenne. Allez-y, allez-y. Les élections chez nous sont transparentes. Oui. D'accord. Oui. Et il me semble c'est ce que vous dites. Hein. Attendez, non, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord. Ah, ok, vous prenez un scénario où les élections seraient transparentes. Est-ce que nous avons perdu l'élection présidentielle à Douala? Je ne sais pas. Elles ne sont Quelles sont la base de vos chiffres? Bah voilà. Vous avez gagné. Les chiffres officiels. Bons chiffres. Avec un mauvais code électoral. Un autre candidat a remporté l'élection dans le littoral. Est-ce que le Conseil constitutionnel... Donc, vous ne savez pas qu'on avait un code électoral qui était d'application à Douala. C'est des fins calculateurs. Vous faites gagner dans une circonscription et perdre dans une autre. C'est une c'est des fins calculateurs. C'est monsieur Paul qui avait la parole. C'est des stratagèmes pour chercher à crédibiliser le code électoral. Si vous lui laissez le soin de... Le problème, c'est que dans la prise de parole, vous voyez très bien que vous avez en face de vous des gens qui ne sont pas du tout responsables. Parce que lorsque vous avez fini d'expliquer à un certain nombre de personnes qui seraient intéressées par le système électoral en disant le RDP a de tout temps fraudé, ne soyez pas étonnés qu'on soit 6 millions seulement à être inscrits sur les listes électorales au Cameroun. Et ce langage-là dévastateur est contre-productif. Ce serait bien effectivement que vous cherchiez, c'est le sens de ma conclusion, à être responsable dans un processus qui nous interpelle tous. Et que vous puissiez faire votre part de responsabilité. Les critiques creuses, effectivement, on commence à ensemble. Merci, messieurs. Passe par le patriotisme et la conscience. Merci beaucoup. Merci, monsieur, d'être venu. On prolongera ces discussions puisqu'on est en plein dans la période préélectorale. Je vous dis merci. Tout à l'heure, vous entendrez encore le président s'exprimer dans le journal de Canada International. On parlera aussi de cette session parlementaire ouverte, la 3e de l'année ouverte à Yaoundé et boycottée par l'OSIF. Vous verrez les chaises vides au Parlement. Et nous vous revenons demain avec un autre sujet à débriefer sur Canada International. Bonsoir.